Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à des équipes un peu particulières. Des équipages d'élite qui volent volontairement au cœur des tempêtes les plus violentes de la planète. On les appelle les chasseurs d'ouragans. Et leur mission, eh bien, elle est aussi dangereuse qu'elle est absolument essentielle. Cette phrase, elle vient d'un pilote et franchement, elle résume tout. C'est comme être dans des montagnes russes au milieu d'une station de lavage. Essayez d'imaginer ça une seconde. Une visibilité quasi nulle, de l'eau qui frappe de partout, des turbulences tellement violentes que tout ce qui n'est pas solidement attaché se met à voler dans la cabine. C'est ça leur quotidien, quand ils pénètrent dans le mur de l'œil d'un ouragan. Alors oui, la question qu'on se pose tous, c'est « mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que quelqu'un ferait ça volontairement ?» Eh bien, il ne s'agit pas du tout de recherche d'adrénaline, non, il s'agit d'une mission scientifique absolument cruciale. Et pour comprendre ça, il faut d'abord regarder ce qui nous échappe, ce qu'on ne peut pas voir depuis l'espace. Ok, alors, la mission, c'est de voir à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que les satellites ne suffisent pas. Les satellites, c'est vrai, nous ont donné une perspective absolument incroyable sur notre planète. Mais, face à un ouragan, ils ont une limite, une grosse limite. Ils ne voient que le dessus, le sommet de la tempête. Et c'est vraiment là que le bas blesse. Un satellite, il va voir la belle couverture nuageuse, c'est impressionnant, mais il est incapable de mesurer ce qui compte vraiment. La pression au niveau de la mer ou la vitesse maximale des vents tout en bas près de la surface. Et pour avoir ces données, eh bien, il n'y a qu'une seule solution, il faut y aller. Concrètement, qu'est-ce qu'il mesure ? Des choses hyper importantes. La pression barométrique au centre, la vitesse max des vents, la structure même de la tempête, la température, l'humidité. Pour faire ça à l'intérieur de l'avion, les scientifiques utilisent des instruments qu'on appelle des catasondes. En gros, ce sont des petites sondes pleines de capteurs qui larguent et qui tombent à travers l'ouragan. Et pendant leur chute, elles transmettent toutes ces données vitales en temps réel. C'est à ce jour la seule et unique façon de savoir précisément ce qui se passe au cœur de la machine. Et qui sont ces équipages ? Ce sont des équipes ultra qualifiées. On y trouve des pilotes, des ingénieurs, des scientifiques de la NOAA, c'est l'agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, mais aussi du 53e escadron de l'US Air Force. C'est une collaboration entre civils et militaires. Et on parle vraiment de la crème, des pilotes entraînés spécifiquement pour gérer des conditions que tous les autres pilotes sont formés à éviter à tout prix. Bon, pour vraiment se rendre compte de ce que ça représente, le mieux c'est de suivre une de leurs missions. Prenons un exemple concret. Septembre 2022, une équipe s'envole dans l'ouragan Fiona. Voilà à quoi ressemble une de leurs journées. Regardez un peu cette chronologie. Ça commence à 1h30 du matin. Le briefing est à 2h15. Décollage à 4h. Ils entrent dans la tempête à 5h30 et n'en sortent qu'à 10h30. Et la journée se termine à midi avec le débriefing. La mission en elle-même dure entre 8 et 10 heures. C'est un marathon absolument épuisant à se faire secouer dans tous les sens tout en essayant de rester hyper concentré pour collecter des données parfaites. Et à bord, c'est une véritable machine bien huilée. Chacun a un rôle clé. Le scientifique en chef, lui, supervise toute la mission. C'est lui qui adapte le plan de vol en direct, qui décide où aller chercher les données. Ensuite, il y a le scientifique radar, qui a les yeux rivés sur ses écrans pour analyser la structure de la tempête, repérer les pires zones de turbulence. Et enfin, le scientifique des catasondes. C'est celui qui déploie les sondes et qui vérifie que les données qui arrivent sont de bonne qualité. Tout ce petit monde doit se coordonner à la perfection. Et ce que dit le docteur Trehalvé, le scientifique en chef de cette mission, ça résume tout. Ce fut un vol difficile, car nous avons dû adapter le plan de vol plusieurs fois à la volée, le centre de la tempête s'était déplacé. Les ouragans, par définition, sont imprévisibles. Le plan de vol, c'est une hypothèse de départ, mais la réalité, c'est qu'il faut constamment improviser, en plein chaos, pour réussir à atteindre les objectifs. Après avoir supporté parfois jusqu'à 45 minutes de turbulence absolument démentielle dans le mur de l'œil, l'équipage entre soudainement dans le calme. Un calme étrange, presque irréel. C'est l'œil de l'ouragan. Ils décrivent ce qu'on appelle un effet de stade. Imaginez, les nuages du mur de l'œil s'élèvent tout autour de l'avion, comme les gradins d'un stade gigantesque. Passer de la violence la plus extrême à ce calme quasi total en quelques secondes, ça doit être une expérience assez incroyable. Mais ce calme, évidemment, est trompeur. Il ne faut pas l'oublier, les risques sont bien réels. Chaque vol est un pari. Un pari calculé, certes, mais un pari quand même contre les forces de la nature. Et l'histoire, malheureusement, est là pour nous rappeler que parfois, c'est la nature qui gagne. 6. C'est le nombre de membres d'équipage qui ont été perdus quand l'avion au WC-30, surnommé Swan 38, a disparu en 1974. Ils enquêtaient sur le typhon Bess. L'avion a transmis une dernière fois sa position depuis l'intérieur du typhon et puis plus rien. Silence radio. L'avion s'est volatilisé. On n'a jamais retrouvé le moindre débris, jamais reçu le moindre signal de détresse. C'est un rappel brutal, glacial, du risque ultime qu'ils prennent.
Et il ne faut surtout pas croire que ces dangers appartiennent au passé. En 1955, un avion de la Navy avec 11 personnes à bord a été perdu dans l'ouragan Jeannette. En 1989, pendant l'ouragan Hugo, un avion de la NOAA a carrément eu un moteur en feu alors qu'il était dans le mur de l'œil. Et beaucoup plus récemment, en 2022, des équipages aguerris ont été surpris par des turbulences d'une violence inouïe dans l'ouragan Ian. Justement, à propos de l'ouragan Ian, écoutez ce témoignage du Dr Rob Rogers, un météorologue. « Je n'étais pas vraiment inquiet jusqu'à ce vol. C'était un vol très inhabituel, avec des turbulences inattendues que je n'avais jamais rencontrées auparavant. Quand un scientifique qui passe sa vie à voler dans des ouragans depuis des décennies avoue avoir eu peur, c'en dit très très long sur l'intensité du truc. Le danger est permanent, même pour les plus expérimentés. » Alors on en revient à notre question du début. Pourquoi prendre de tels risques? Eh bien la réponse elle est là. C'est pour le résultat, pour les données qui, littéralement, sauvent des vies. Et c'est ça le point fondamental à comprendre. Toutes les données qu'il collecte sont transmises en temps réel. Pas pour une étude qui sera publiée dans 6 mois, non, c'est envoyé directement, depuis l'avion, au Centre national des ouragans, et injecté dans les modèles météo mondiaux. C'est de l'information brute, immédiate. Et l'impact de ces données, il est énorme. Ce graphique le montre bien. Avec les données de l'avion, la précision des prévisions fait un bond significatif. On parle d'une amélioration de la précision de la trajectoire et de l'intensité qui peut aller de 15 à 30%. Et 15 à 30%, ce n'est pas juste un chiffre pour les scientifiques. C'est une différence qui se mesure en vies humaines. Parce que voilà le résultat concret. Des prévisions plus précises, ça veut dire des alertes plus efficaces. Ça veut dire des évacuations qui sont lancées au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard. Ça permet de protéger directement les vies, mais aussi les biens, dans toutes les communautés côtières. Le courage de cette poignée de personnes dans le ciel se transforme en sécurité pour des millions de gens au sol. C'est aussi simple que ça. Au fond, l'histoire des chasseurs d'ouragans, c'est bien plus qu'une histoire de météo. C'est une histoire de courage, de curiosité scientifique. Et ça pose une question fascinante. Qu'est-ce qui nous pousse, en tant qu'être humain, à vouloir explorer les endroits les plus dangereux de notre planète, simplement pour le bien de tous ?